Alors, Élise Lemercier est également sociologue. Et alors là, je vous lis ce que j'ai lu sur votre page web. Sauf qu'il y a des parenthèses au début. Donc, c'est la entre parenthèses, reproduction des inégalités multidimensionnelles, race, genre, classe d'âge, des discriminations et des ressources des acteurs pour y résister, avec deux terrains, Mayotte et la métropole. Je pense que vous nous parlez plutôt de la métropole aujourd'hui. Et donc, pour ce qui est du terrain et de l'angle d'intervention, les questions à l'université, alors que vos terrains sont beaucoup plus larges, les pénitentiaires, beaucoup de questions. Le sujet donc, de l'intervention, lutter contre le plafond de verre dans le monde académique, l'enjeu de la parité dans les procédures de recrutement. Et cette question, ce travail avait fait l'objet d'un article qu'on trouve sur Kern, dans Travail, genre et société, et qui était sur l'acceptation de la parité dans le monde académique. Merci. Ça me donne l'occasion déjà de vous remercier pour votre invitation et aussi de vous dire combien je suis un peu décalée par rapport aux objets. Vous avez la présentation du reste de mes travaux, vous avez vite compris. En fait, je travaille sur la fabrique des inégalités et notamment à l'intersection du racisme et du sexisme. Et ça m'a amené à réfléchir sur les politiques d'égalité et l'affirmative action, les discriminations positives, notamment les politiques sociales de rattrapage, etc. Et c'est à l'aune plutôt cette fois-ci de mon expérience en tant que chargée de mission égalité-diversité, puisque j'ai assuré cette fonction pendant 4 ans dans mon université, l'université de Rouen-Normandie. Et en fait, ça m'a sauté aux yeux qu'il fallait faire des liens, des ponts entre ce que par ailleurs je pouvais étudier sur l'affirmative action et aussi ma pratique en tant que chargée de mission égalité. Donc, je fais en tant que sociologue une petite précaution méthodologique en vous disant que ça ne repose pas sur une enquête de terrain de la même manière que ce que je peux faire en prison ou dans d'autres endroits. C'est une réflexion à partir de ma pratique, que j'ai dictée à partir de ma pratique en tant que chargée de mission et des liens que je pouvais faire avec les réflexions qui sont en cours en ce moment sur la parité et la grammaire paritaire. Donc cette petite précaution étant faite, je voulais repartir d'une idée reçue, c'est souvent le cas un peu classique chez les sociologues, repartir d'une idée reçue qui est largement partagée dans le monde académique, c'est que du fait de nos caractéristiques propres, c'est toujours délicat, je fais une deuxième précaution, c'est que c'est toujours délicat de présenter une communication sur le monde académique devant des acteurs et des actrices du monde académique. C'est effectivement très glissant, donc je m'y prépare. Donc, on se pense très souvent, je m'inclus, comme participant d'un monde qui ne peut pas être producteur d'inégalité. Alors, la communication d'avant interrogeait notre rapport à la production d'inégalité dans les parcours de nos étudiants, mais là, on va le voir dans nos propres carrières académiques. On se pense souvent comme ne pouvant pas, par essence, être producteur d'inégalité, et notamment d'inégalité en fonction du sexe, et donc producteur d'inégalité de genre. Je fais une petite rapide définition, j'imagine que vous connaissez le terme, mais quand je vais dire genre, en fait, je veux dire construction historique, sociale, culturelle, du masculin et du féminin dans des rapports de domination. Donc c'est bien la structure dont je parle et non pas les hommes et les femmes. Vous allez voir que je vais moins parler d'une comparaison femmes-hommes que d'une réflexion sur comment se fabrique ce rapport de domination. Donc on se pense souvent comme notre monde académique comme non producteur d'inégalité de genre parce qu'on se pense comme un monde professionnel qui est faiblement hiérarchisé. Parfois, j'ai une de mes collègues, Anne Bidois, qui vient souvent à Orsay, qui dialogue beaucoup avec certains chercheurs de cette université, qui dit souvent que la figure, c'est un peu comme si on se pensait comme des professions libérales, en fait. On est des fonctionnaires d'État, mais parfois, on se pense un peu comme des professions libérales, avec un degré d'autonomie fort, avec des règles formelles qui sont parfois très faibles dans notre monde académique, contrairement à d'autres secteurs professionnels. On n'a pas de charte déontologique aussi forte que les médecins ou les avocats, etc. Donc on a peu de contraintes formelles et on se pense souvent comme un milieu progressiste, avec évidemment un lien à l'histoire de mai 68, etc.
Donc, associé au fait que nos modes de recrutement et de promotion de carrière, de façonner les carrières, sont liés à des règles formelles de la fonction publique, donc des concours qui garantissent ou qui sont censés garantir une égalité de traitement, par exemple l'égalité du temps de parole lors d'un concours d'entrée dans le métier d'enseignant-chercheur. On pense que comme il y a ces règles formelles liées à la fonction publique, à l'entrée dans la fonction publique, ça garantirait le fait que nous ne produirions pas d'inégalité de genre. Alors pourquoi, s'il y a toutes ces règles, si on est progressiste, etc., comment se fait-il qu'on observe encore des inégalités de genre? Alors je ne vais pas être très très longue, mais je voudrais quand même vous montrer comment est-ce qu'on étudie ces inégalités de genre dans le monde académique, avec quelques tableaux qui ne sont pas très visibles, je m'en excuse par avance pour ceux qui ont des problèmes. Voilà. C'est moins pour que vous alliez rechercher le détail que pour que vous compreniez comment, en tant que sociologue, on regarde les inégalités de genre dans le monde académique. On regarde deux choses, mais je pense que vous connaissez parce qu'on l'a déjà travaillé longuement sur les étudiants, ce qu'on appelle la ségrégation verticale et la ségrégation horizontale. Celle que je vous montre ici est une ségrégation qui est en fait cette fois-ci horizontale, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la même proportion d'hommes et de femmes dans tous les secteurs du monde académique. Donc vous voyez que selon les secteurs dans lesquels on travaille, les sous-champs, les sections, en fait c'est des regroupements de sections que vous voyez apparaître ici, on n'a pas la même proportion d'hommes et de femmes. Ça c'est des choses qui ont été vraiment travaillées, on le sait par exemple pour la physique, les mathématiques, etc. et surtout les sciences de l'ingénieur qui sont les domaines qui sont les moins féminisés. Donc ça ce sont des choses qu'on a étudiées depuis longtemps, mais je vais m'appuyer là sur les statistiques qui sont produites par le ministère lui-même, en fait, parce que le ministère produit ses propres statistiques, vous allez comprendre pourquoi, des statistiques sexuelles que vous pouvez retrouver en ligne sur le site du ministère, je vous ai mis le lien ici si ça vous intéresse, qui est réactualisé en gros tous les 2 ans. Donc il y a une ségrégation qui est horizontale et une ségrégation qui est verticale, cette fois-ci, en fonction du moment où on en est dans la carrière. Alors, ce tableau-là, la première partie intéressera moins le cœur de ma communication, puisqu'il s'agit des étudiants à différents moments, mais on voit qu'alors qu'il y a une légère plus forte proportion de femmes parmi les diplômés, la courbe s'inverse dès lors qu'on rentre dans le monde académique. En fait, vous voyez que les femmes sont en bleu. La première fois, ils avaient mis rouge, bleu, rouge pour les femmes et ils n'avaient pas osé mettre rose. Rouge pour les bleus, femmes pour les hommes. Et je pense qu'il y a eu trop de critiques sur le code couleur utilisé par le ministère. Donc désormais, bleu égale femme et vert égale homme. Mais ce qui peut avoir un petit coup, parce que dans nos représentations, bleu égale homme. Mais donc il y a un petit coup dans l'appropriation du schéma. Mais vous voyez quand même bien l'inversion de la courbe, et une inversion qui est de plus en plus forte, et en particulier à la fin pour ce qui est des professeurs d'université ou DR, des grands organismes de recherche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la ségrégation verticale, et on a cherché à l'approcher aussi par la fabrication d'indicateurs statistiques, notamment celui qu'on appelle l'index du plafond de verre, qui en fait, on regarde la proportion de femmes par rapport à la proportion de femmes dans le niveau hiérarchique supérieur, en fait. Donc ça veut dire que quand on est à 1, on retrouve la même proportion de femmes, par exemple chez les maîtresses de conférences que chez les professeurs des universités ou CRDR, alors que quand on est inférieur à 1, ça voudrait dire qu'il y a plus de femmes dans les niveaux supérieurs hiérarchiques. Là, vous pourrez constater sur mon schéma qu'il n'y a pas de pays où cet index est inférieur à 1. Il n'y a pas d'endroit où les femmes sont plus nombreuses dans les postes hiérarchiques que dans les positions juste en dessous. Et par contre, plus on monte dans l'index, et plus le plafond de verre est fort. Et vous voyez que la France n'est pas particulièrement bien placée, mais est dans la moyenne européenne, si on exclut, voilà, c'est par exemple la Finlande et l'Allemagne qui ont des meilleurs taux d'index. Mais ça veut dire qu'on calcule. Après, je vous promets que je ne vous fais pas plein de statistiques, parce que je suis une qualitaticienne, mais c'est juste pour que vous ayez en tête que là, pour approcher ce mécanisme du plafond de verre, on essaye de comparer
la proportion, en fait. C'est-à-dire, on regarde, mais admettons qu'il y ait 20% de femmes parmi les maîtres et maîtresses de conférences. S'il y en a 20% qui sont professeurs, ça veut dire qu'il n'y a pas de plafond de verre. Mais on peut quand même s'interroger sur les mécanismes inégalitaires, parce que si la proportion est faible, il y a toujours des inégalités. Mais en fait, l'inégalité reste proportionnée, avec la même proportion selon les moments de la carrière. Donc, voilà, il y a différentes manières d'approcher. Et moi, je trouve plus efficace de regarder ce tableau qui correspond aux différentes étapes d'une carrière d'enseignant-chercheur. Alors, le code couleur, cette fois-ci, est en fonction de grands domaines, donc bleu foncé pour droit et cogestion. On va le mettre de côté parce qu'ils ont des mécanismes qui sont un petit peu différents avec l'agrégation, en fait, pour une part des sections. Mais on va regarder donc les deux autres couleurs plus claires, avec le premier, c'est lettres et sciences humaines, et le second, c'est sciences et techniques. Et vous voyez que le moment de l'HDR est le moment qui fait vraiment barrage, en fait. Donc, contrairement à ce qui peut être une idée reçue, c'est pas le passage hors classe des maîtres de conférence, enfin des rambés, qui constitue vraiment le point d'achoppement du plafond de verre. C'est bien plus au moment de la rédaction de l'HDR, parfois de la qualification et du passage de prof. Et on le retrouve, par contre, cette fois-ci beaucoup plus fort dans le hors classe pour les professeurs. Vous voyez les trois derniers qui descendent les proportions de femmes qui descendent de plus en plus, qui sont les passages hors classe, première classe, etc. Où là, on voit un mécanisme de sélection verticale qui est beaucoup plus fort. Alors, maintenant que je pense que je vous ai convaincu sur l'existence des inégalités de genre dans le monde académique, mais c'est parfois nécessaire de le rappeler, je voudrais cette fois-ci vous expliquer comment la question des inégalités de genre est apparue comme un problème public dans notre monde académique, et notamment du point de vue du législateur, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un certain nombre de transformations institutionnelles qui ont eu lieu depuis le tournant des années 2000, dont je vais vous parler. Et ensuite, on va voir comment c'est la grammaire paritaire, donc la pensée de la parité, qui a été utilisée comme une voie pour promouvoir l'égalité professionnelle, et on va essayer d'en décrypter les enjeux. Qu'est-ce que ça produit d'utiliser la logique politique de la parité pour lutter contre les inégalités professionnelles? Donc, comment est née cette prise de conscience des inégalités femmes-hommes dans notre monde académique? Il faut déjà savoir que ça s'appuie dans un contexte où le monde de l'entreprise privée est depuis plus longtemps incité à analyser les statistiques sexuées de son personnel. Depuis la loi Roudy, qui est de 1983, les entreprises de plus de 50 salariés sont invitées, et ensuite, selon le nombre de salariés, sont obligées désormais de produire ce qu'on appelle une analyse de situation comparée, c'est-à-dire comparer l'expérience des femmes et des hommes dans l'entreprise du point de vue de la carrière. Il faudra attendre en réalité 2013 pour rendre cette procédure obligatoire dans les universités. Donc de 83 à 2013, c'est une obligation dans le privé, mais pas dans le public, et notamment dans le monde académique. Cette obligation est arrivée grâce à un tournant des années 2000, et une mobilisation, en fait, d'un certain nombre d'actrices et d'acteurs du monde académique pour démontrer l'existence de ces inégalités de genre. Donc là, je vous renvoie à la fois dans le monde académique et puis globalement dans les fonctions les plus élevées de la fonction publique, dans les positions les plus élevées de la fonction publique. Donc je vous ai mis les liens, pour pas tous vous les citer, mais vers les rapports publics qui ont été vraiment au cœur du débat public, et aussi les recherches académiques, comme celle de Jacqueline qui a popularisé, qui a introduit la notion de plafond de verre en sociologie et en sciences sociales, et aussi des travaux comme ceux de Catherine Marie, que vous connaissez peut-être, sur aussi le fonctionnement du monde académique, et associé à une mobilisation d'acteurs sous l'influence de l'Union européenne, il faut le dire. C'est grâce à des financements européens que des premières missions égalité se sont développées dans les universités, au CNRS avec la mission parité, à l'intérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et aussi tout ça donc sous l'influence de l'Union européenne et sous l'influence de certaines associations comme la NEF, le collectif Clash dont je vous reparlerai, et de l'association des chargés de mission égalité et diversité qui s'appelle la CPED. Donc, progressivement, c'est devenu une question publique, et là, les statistiques ont joué un grand rôle. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai utilisé la même logique que celle qui a été celle
des actrices et des acteurs de la promotion vers plus d'égalité professionnelle dans notre monde académique, c'est de démontrer les inégalités par des statistiques. Et en ça, une statistique prédictive, et c'est pour ça que j'étais très intéressée, on va pouvoir faire des liens en fait, même si c'est deux secteurs différents, une statistique prédictive a eu énormément d'influence dans le débat public, je vous la présente, c'est-à-dire une statistique qui évaluait en fait à 2068, l'année où il n'y aurait plus d'inégalité, en fait, où on aurait la même chance de passer professeur quand on est un homme ou une femme dans le monde académique, professeur ou DR, hein, puisque c'est aussi les organismes de recherche. Donc, si nous... Puisqu'on nous dit toujours, mais le changement est en train de s'opérer, laissons faire la pente, les mentalités sont en train de changer. Donc, pour lutter contre cette idée, en fait, il y a eu un modèle. Si on s'appuie sur la pente lente de l'amélioration de l'égalité, nous devrions attendre 2068 pour atteindre l'égalité, ce qui est évidemment assez contestable, puisqu'on le voit dans certaines sections, par exemple mathématiques, puisque la proportion de femmes ne va pas en s'améliorant progressivement, hein, puisqu'il y a des moments de baisse, etc. Ce n'est pas une progression linéaire et mécanique, automatique, donc évidemment c'est soumis à caution. Mais néanmoins, la légitimation de la lutte contre ces inégalités de genre est beaucoup passée par une démonstration par le chiffre, comme l'avait déjà montré aussi Geneviève Fraisse par rapport à la parité en politique cette fois-ci, hein, pour convaincre de l'existence des inégalités et aussi pour fixer des objectifs précis. Hein. C'est aussi pour ça que la parité a une plus grande efficacité politique, donc dans le domaine du genre plutôt que dans d'autres domaines, par exemple le racisme, puisqu'en fait, on peut évaluer la population de minoritaires à peu près la moitié. En fait, on sait qu'il y a grosso modo la moitié de femmes et d'hommes, alors que pour d'autres groupes, par exemple les minoritaires ethniques, pour raisonner en termes d'objectifs de lutte contre le racisme, évidemment, je vous renvoie à la question des quotas ethniques qui font beaucoup débat, et dans la vie politique et dans la vie académique. Alors, comment on en est venu à l'introduction de quotas sexués dans le monde académique? Alors, premièrement, ça a commencé par une référence à ce qu'on appelait une représentation équilibrée. Donc d'abord, on a demandé des représentations équilibrées. Donc ça, c'est dans la loi Génisson et dans le décret de 2009 sur les enseignants-chercheurs. On demande à ce qu'il y ait une représentation équilibrée, par exemple, dans les comités de sélection. Et puis progressivement, on a introduit des objectifs, cette fois-ci chiffrés, avec la loi Sauvadet, qui ne concerne pas que les enseignants-chercheurs, mais l'ensemble de la fonction publique, avec au moins 40% de chaque sexe dans les jurys de recrutement, et puis avec le décret sur le statut des enseignants-chercheurs de 2014 qui a introduit ça dans les comités de sélection avec des dérogations possibles. Je vous le dis, c'est quand même assez important parce qu'il y a en réalité fixé par décret un certain nombre de dérogations qui sont assez importantes, notamment en sciences et techniques, mais aussi en sciences politiques, on l'oublie, alors qu'il y a quand même pas mal de femmes en sciences politiques. Donc, la loi de 2013 sur la loi ESR, donc j'imagine que vous la connaissez, mais peut-être moins sur ses aspects paritaires, elle a été une loi qui est extrêmement importante du point de vue de la parité parce que c'est la première fois que dans la loi est inscrite la notion de parité. En fait, d'habitude, dans la construction de la loi sur la parité en politique, le mot parité était dans le contexte, mais pas dans le cœur de la loi. En fait. Et dans la loi ESR, c'est la première fois qu'on utilise le mot parité dans la loi et là, on va introduire des objectifs chiffrés dans la constitution des listes. Vous savez que quand au moment des élections, on doit avoir des listes avec alternance homme-femme ou femme-homme. Et aussi, ça doit produire un résultat, par exemple dans les conseils d'administration ou dans les CAC, on doit avoir un résultat aussi qui est égalitaire à la fin. Et c'est notamment par le mécanisme du choix des personnalités extérieures qu'on redresse pour arriver à une parité quasi parfaite, estimée à 50-50, dans les conseils centraux notamment. Donc c'est le cas aussi des formations restreintes des CAC qui statuent sur les carrières individuelles pour ce qui concerne les rangs B, mais pas pour les rangs A. Là encore, il y a une exclusion pour les rangs A, donc pas de parité pour les CAC, les formations restreintes des CAC des professeurs. Et au niveau national, on a introduit aussi la parité, donc par exemple dans les commissions qui gèrent le CNESER, l'HCRS, etc., le conseil stratégique.
Alors, cette introduction a fait finalement, d'une certaine manière, assez peu débat. En fait, on aurait pu imaginer que l'introduction de la parité fasse d'énormes débats dans notre monde académique, mais non, c'est-à-dire qu'affirmer qu'on est contre l'amélioration, la réduction des inégalités de genre dans notre monde académique n'est pas quelque chose qu'on peut aisément faire publiquement. Donc vous avez assez peu de promoteurs qui vont dire non, non, je suis contre l'égalité de genre dans le monde académique. Donc il n'y a pas eu une opposition directe en fait à cette politique d'introduction de la parité dans notre monde académique. Mais par contre, dès lors que la parité est devenu quota, donc avec un chiffre établi, donc 40% au moins selon les sections, hein, ou 50% pour ce qui est des listes. C'est l'instauration de quotas qui a déclenché des plus fortes réactions, alors plutôt dans les coulisses, mais pas seulement, puisqu'il y a eu aussi un recours de la CPU au Conseil constitutionnel, recours qui n'a pas abouti, contre la parité dans les conseils académiques restreints de rang B. L'argument qui est souvent utilisé, c'est le faible vivier. Je pense que vous l'avez déjà entendu, hein, c'est-à-dire que comme il n'y a pas assez de vivier, c'est un problème, donc on n'y arrive pas, comme c'est trop compliqué, on n'y arrive pas. Et en même temps, si on n'y arrive pas, c'est précisément parce qu'il y a des inégalités. Vous voyez, donc c'est un argument qui est tautologique, hein, puisque l'objectif de la parité, c'est précisément d'aller chercher des femmes pour lancer la machine, en quelque sorte. Hein, donc c'est la même chose en politique. Donc cet argument du vivier, bon, qui est parfois indiscutable, hein, c'est évident, hein, que quand vous en avez tous fait l'expérience, hein, quand on constitue un comité de sélection, c'est effectivement parfois très compliqué de trouver des femmes qui peuvent, puisqu'elles sont aussi très sollicitées, participer au comité de sélection. Et néanmoins, voilà, je voudrais réfléchir avec vous sur pourquoi cette acceptation en demi-teinte, c'est-à-dire le principe de la parité, oui, mais les quotas sexués, beaucoup plus de résistance, même si elles ne sont pas toujours dites explicitement. Donc, ces résistances à l'introduction de quotas sexués, pour moi, il faut aller les rechercher sur la rhétorique. Pour en comprendre le sens de ces résistances, il faut aller repenser sur la rhétorique de la légitimation de la parité en politique dans notre système français. Vous savez qu'avec notre modèle républicain d'indifférence aux différences, l'affirmative action peine à s'implanter en France, manque de légitimité, hein, puisque la nation est censée être une et indivisible, et que la parité en politique a été obtenue avec l'argument, en fait, que la division femmes-hommes ne serait pas une division comme les autres. C'est-à-dire la division femmes-hommes n'est pas une division comme en fonction de l'origine ethnique, etc., mais que ce serait, en fait, une représentation, voilà, une donnée naturelle en quelque sorte de notre société et qui fait que en quelque sorte ça ne prêterait pas à discussion et qu'au contraire la parité va permettre de renouveler la démocratie. Donc ça, j'insiste sur cet argument, c'est-à-dire que ce qui a fait balancer vers l'introduction de la parité en politique, c'est que puisqu'il y a des formes de crise de la démocratie représentative, il faudrait renouveler les élus pour un nouveau tournant démocratique. Hein. Vous voyez qu'on n'est pas si loin des discussions qu'on a en ce moment, hein, sur les débats démocratiques. Et donc l'idée, c'est la parité en politique va permettre de renouveler les élus, et en cela, ça va redorer le blason de la démocratie représentative. Puisque la société est constituée à moitié d'hommes et de femmes, il faut que nos élus soient constitués à moitié d'hommes et de femmes. Ce qui oblige, comme l'ont montré plusieurs politistes, je pense par exemple à Laure Bérény ou aussi à Marion Paoletti, ce qui oblige aussi les femmes qui sont élues à performer leurs différences, c'est-à-dire à parler en tant que femmes, là où les hommes sont attendus à parler abstraitement, je veux dire, voilà, depuis leur position d'élus en général, d'élus représentant l'ensemble de la population, les femmes sont attendues comme elles doivent apporter une plus-value, quelque chose en plus, et donc performer leurs différences, parler en tant que femmes et apporter leur regard en tant que femmes, ce qui risque de renforcer évidemment la fabrique du genre, la bicatégorisation sexuée, comme l'a montré Réjeanne Sénac. Donc cette grammaire paritaire en politique s'est diffusée, a gagné en légitimité depuis, donc quand la loi ESR est introduite, ça fait 13 ans qu'on a la parité en politique, hein, ça date de 2000, et elle s'est diffusée, elle s'est légitimée, et elle s'est légitimée aussi pour agir sur les questions d'égalité professionnelle. Or, la parité en politique n'a pas vocation
à travailler la question de l'égalité professionnelle, mais à travailler le fait qu'il faut qu'il y ait plus de femmes dans les postes de pouvoir. Donc ce qui fonctionne bien par rapport à la loi ESR, c'est-à-dire sur la constitution des listes dans les conseils centraux, par exemple. En matière d'égalité professionnelle, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que les mécanismes du plafond de verre produisent une sous-représentation des femmes, d'accord ? Donc si je dois constituer un comité de sélection avec au moins 40% de femmes, par exemple, dans les rangs A, nécessairement, je dois surreprésenter les femmes du milieu, puisqu'elles ne constituent pas au moins 40% du vivier, d'accord ? Donc, nécessairement, c'est une politique qui est extrêmement préférentielle. Vous voyez, la dimension préférentielle de cette politique de parité en matière de constitution des comités de sélection, la dimension préférentielle, elle est beaucoup moins euphémisée que dans l'alternance des listes. Et c'est pour ça qu'il y a plus de résistance. Parce que là, il faut surreprésenter les femmes dans ces comités de sélection, surreprésenter par rapport à la proportion qu'elles représentent dans leur milieu académique. Donc l'argument de la représentativité, qui était au fondement de la légitimité de la parité politique, perd de son efficacité, puisqu'elles ne sont pas représentatives du monde académique. Elles sont en fait plutôt représentatives de ce qu'on aimerait qu'adviennent dans le monde académique, mais pas de la réalité. Elles ne sont pas représentatives de leur pairs. Donc, produire l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives est largement consensuel dans notre monde académique, mais s'attend à euphémiser la dimension préférentielle à l'égard des femmes quand il s'agit de la question de l'accès à des postes à responsabilité. Et deuxième chose, c'est pas parce qu'il y a des femmes dans les comités de sélection qu'elles vont nécessairement voter pour des femmes ensuite. C'est-à-dire que là, on est aussi dans une logique de prédiction, c'est-à-dire qu'introduire plus de femmes dans les comités de sélection conduirait automatiquement à un résultat plus égalitaire. Alors, ce qui n'est pas complètement faux, je vais vous montrer les effets, mais vous allez voir que c'est aussi partiel. C'est-à-dire que si on regarde les effets de la politique paritaire dans les conseils centraux, eh bien, on en voit tout de suite les effets. C'est-à-dire qu'on voit avant la loi, après la loi. Donc là, c'est la part des femmes et des hommes dans les conseils centraux des universités, avant la parité, après la parité. On voit un écart très fort entre les femmes et les hommes à gauche. C'était avant la loi sur la parité. Évidemment, puisqu'il y a une parité qui est obligatoire en termes de résultats, on arrive à une quasi-parité en termes de résultats. Donc, du point de vue des listes et des conseils centraux, la parité fonctionne bien. En ce qui concerne les résultats pour les recrutements, évidemment, c'est un peu différent. Alors là, c'est les présidents d'université, je l'ai mis parce qu'il n'y a pas d'obligation de résultats de parité dans les élections au niveau national sur les présidents d'université. Vous voyez bien que là, la proportion, je ne sais pas si vous arrivez à voir les femmes, mais elles sont tout en bas. Alors, pour ce qui est cette fois-ci de l'évolution de la part des femmes dans l'enseignement supérieur depuis 1982, vous voyez que progressivement, 1982, c'est la valeur la plus petite au milieu, on voit qu'il y a une amélioration progressive. Donc, effectivement, on continue notre pente, comme il avait été montré, avec une amélioration de la part des femmes qui continue, mais qui n'est pas suffisante. Et donc, en fait, la parité dans les comités de sélection ne suffit pas à produire l'égalité, parce qu'en fait, ça euphémise les politiques, cette fois-ci, égalitaires, en fait, parce que les mécanismes de choix des personnes ne sont pas ceux qui vont produire, nécessairement, c'est pas parce qu'il y a plus de femmes qu'on va voter nécessairement pour plus de femmes, parce qu'en réalité, c'est aussi le fonctionnement de nos normes professionnelles qui produisent les inégalités. C'est là-dessus que je voulais ouvrir sur la discussion, c'est-à-dire que ça nécessite pour nous une réflexion sur comment fonctionne notre monde académique et les normes de ce qui est la bonne science, la bonne publication, le bon profil recherché. Par exemple, la norme de la mobilité géographique, dont on sait qu'elle a de fortes influences inégalitaires pour les femmes. Par exemple, quand on s'attend à ce que un ou une collègue vienne habiter dans le lieu, eh ben, ça nécessite des ajustements conjugaux dont on sait qu'ils sont plus difficiles pour les femmes que pour les hommes. Les assignations à la mobilité internationale, on sait aussi que ce sont des contraintes qui sont beaucoup plus fortes, qui pèsent beaucoup plus lourdement sur les femmes que sur les hommes.
On a aussi d'autres normes. Voilà, je pense que vous avez vu aussi qu'il y a des choses qui sont en train d'émerger dans le monde académique sur la question du harcèlement sexuel, dont on sait que le harcèlement sexiste et le harcèlement sexuel sont des formes aussi qui ont des effets durables sur la carrière des femmes, parce qu'elles ont une charge mentale, elles doivent se poser la question de comment elles vont faire pour se débrouiller avec tel collègue masculin qui a des comportements qui polluent sa capacité à travailler, qui l'oblige à avoir une réflexion sur comment s'habiller, comment se comporter, etc., plutôt que de se concentrer sur la science qu'elle est en train de produire, qui produit de l'abandon, de l'échec, etc. Donc tout ça, et pas simplement en thèse, hein, on en parle beaucoup en thèse, mais en fait ça perdure au long de la carrière. Donc ce vers quoi je voulais ouvrir en termes de conclusion de c'est qu'il me semble qu'il faut réfléchir collectivement davantage sur nos normes professionnelles et ce qu'elles produisent en termes inégalitaires, et que la parité ne peut pas suffire. La parité est un outil qui a son efficacité, mais qui doit être complété d'une réflexion sur l'égalité professionnelle, le fonctionnement de nos normes professionnelles. Et je vous renvoie par exemple à un ouvrage qui a été produit par l'ANEF, donc une association, l'Association nationale des études féministes, qui comporte quelques chapitres de réflexion sur comment produire plus d'égalité en réfléchissant bien aux normes de ce qui est pour nous la bonne carrière et les bonnes normes d'interaction entre collègues également. Je vous remercie.